Donc, on va pouvoir commencer avec notre premier intervenant, Quentin Tresgo, qui vient du master de l'Université Paris-Cité que je viens juste de vous présenter. Et donc, bonjour et à toi l'honneur. Du coup, oui, je m'appelle Quentin Tresgo, je suis en Master 2 d'ergonomie psychologique, sécurité, innovation et diversité à l'Université Paris-Cité. Donc, un peu mon parcours après le bac, voilà, je voulais être ingénieur parce qu'un peu par défaut, j'avais toujours fait de la science, j'aimais bien la science, donc pourquoi pas continuer. Du coup, je m'étais engagé qu'est-ce que je dis dans un DUT mesures physiques. J'ai fait une année et au final, ça me correspondait pas. Je voulais faire un métier en sorte qui aide plus les gens, qui soit plus concret, où on voit ce que l'on fait. Donc, je me suis orienté en psy du travail. Enfin, je voulais faire psychologie du travail, mais je suis orienté en psychologie. Donc, et au cours de ce cursus, j'ai découvert l'ergonomie et ça m'a tout de suite plu. C'était exactement ce que je cherchais à faire. Donc, pour trouver des informations, c'était un peu compliqué aussi sur le master. Euh, tu peux, vas-y, cliquer, c'était parfait comme enchaînement. C'était un peu compliqué. J'étais le seul de ma promo. J'étais de l'université de Rouen. J'étais le seul à vouloir être ergonome. Donc, pour trouver les infos, c'était de me rapprocher un peu des profs qui étaient déjà un peu une sensibilité ergonomie ou qui étaient ergonomes pour savoir un peu leur parcours, etc. Mais ça avait pas mal changé. Et du coup, pour m'enseigner, j'ai découvert un site qui était vachement utile et qu'on nous avait pas donné forcément. C'est trouver mon master.gouv.fr où il y a tous les masters de France qui sont répertoriés. Donc c'était pratique, j'ai pu chercher du coup tous les masters, j'ai fait mes selon mes critères, donc c'était des problématiques de proximité, puis aussi de qualité des cours. Donc j'ai pu chercher et je trouvais celui-là de Paris-Cité qui me plaisait bien, j'ai lu les plaquettes, c'était assez généraliste sans se focaliser sur un domaine précis de l'ergonomie, donc je voulais pas fermer de porte à quoi que ce soit, donc c'était pas mal. Parce qu'au départ, je partais sur du coup de l'ergonomie basée surtout sur la santé et sécurité au travail. Et avec ce master, j'ai découvert pas mal de disciplines différentes au sein même de l'ergonomie. Donc limite, je suis prêt à changer un peu d'orientation. Ouais. Donc, voilà, ce que je dis, c'est assez pluridisciplinaire. C'est assez quand même axé sur les orientations professionnelles, mais il y a toujours un parcours un peu recherche, notamment du coup, en master 1, on a fait un premier mémoire de recherche. Donc, malheureusement, c'était censé être un stage en plus, mais comme mes collègues, avec la pandémie, c'était surtout à distance. Donc, c'était une première découverte à distance. Enfin, première, moi, j'avais déjà fait un mémoire en licence 3, mais pas du coup pas dans l'ergo. Donc, c'était ça intéressant. Et là, en master 2, je suis actuellement, donc là, je suis en déplacement et je suis en stage avec l'Institut de recherche biomédicale des armées. Donc, pareil, c'est un mémoire de recherche à faire. On peut faire un truc en intervention, mais dans mon cas, ce sera plus de la recherche. Où je travaille du coup sur améliorer la formation des pilotes d'hélicoptères. C'est assez intéressant. Euh, donc oui, fin d'année, obtention d'ergonomie junior certifié, ça on espère. Il va falloir se battre pour encore l'avoir, ça. Donc voilà, non, sinon le master est pas mal. Il y a pas mal d'intervenants divers. Le fait que ça soit mutualisé avec les PCFA, ça donne une valence assez intéressante, assez cognitive, même si des fois il y a des trucs, je trouve pas ça assez justifié. Mais dans l'ensemble, c'est assez intéressant de travailler à plusieurs, ce qu'on aura à faire plus tard. Si je devais critiquer un peu, ce serait le fait qu'il manque un peu de stats quand même. De stats vraiment affiliées surtout à l'ergonomie. On en a plus pour la psycho, mais il y a pas mal de choses qui diffèrent un peu. Voilà. Euh, c'est aussi intéressant d'avoir deux mémoires. Non, nickel, c'est la suite, ça. D'avoir deux mémoires, au final, je me dis, oh, ça fait beaucoup, mais au final, c'est assez intéressant et ça permet de s'améliorer, de creuser un peu plus, d'aller plus loin quand même dans ça et ça apprend beaucoup de choses par la suite. Déjà de savoir présenter son mémoire, parce que ça fait plusieurs euros à faire, et d'avoir une meilleure rigueur, d'appliquer le- comment ça s'appelle les critères scientifiques, on va dire.
et tu peux switch. Donc voilà, ouais, ce que j'ai dit, survivant du Covid, dans tous les sens du terme en plus. Donc voilà, pas de stage en L3 a été annulé à cause du Covid. Dans les mains, c'était à distance. Donc pour récolter des données, ça a été possible, mais c'était très compliqué d'avoir beaucoup de participants. C'était beaucoup à base de questionnaires et d'entretiens sur Zoom, Discord. C'est différent. Donc là, ouais, enfin un stage de terrain en Master 2, enfin se déplacer. En plus, là, dehors, il fait beau. Et c'est vachement intéressant. Donc, ouais, détailler vite fait le sujet de TER. Donc, je travaillais sur les utilisateurs de casques de réalité virtuelle. Donc, notamment sur tout ce qui était cybercinétose, donc on dit cybersickness ou malaise des simulateurs. Donc, c'est le fait de ressentir des vertiges, d'avoir de la nausée, d'avoir la fatigue oculaire quand on utilise la réalité virtuelle. C'est un mal que beaucoup de personnes vont ou peuvent expérimenter, ouais, avec la VR, et qui peut durer ou partir comme ça. Donc c'est assez mal connu, c'est un peu comme le mal des transports, on ne comprend pas tout. Et donc je m'intéressais vraiment au vécu. Il y avait peu d'études qui s'intéressaient justement au vécu des utilisateurs en conditions du coup d'usage. Beaucoup c'est des études en laboratoire. Bon, j'ai rajouté aussi du coup l'expérience de flow. Qu'est-ce qui motive à utiliser la VR? C'est aussi intéressant à regarder, parce qu'il y a beaucoup de raisons différentes. Alors, ça fait un moment que j'ai pas lu mon mémoire, donc je peux en parler. Euh, voilà, c'était vraiment un bon travail de recherche au début avec Jean-Marie Burkhardt, qui est vraiment un spécialiste là-dedans, donc c'était très intéressant. Ah, ça a été changé. Ce qui était bien aussi du coup avec ce master, c'est que bah, ça m'a foisonné. Enfin, je foisonne de projets du coup. Voilà, au début, je me dis, parce que ça fait un moment quand même que je fais des études. J'arrive à 7 ans d'études, une carrière comme ça. Donc, je me disais au départ, oh, pas de test, pas de test. C'est vrai qu'on était un peu poussé entre guillemets, enfin pas dans le sens péjoratif, mais je me disais, ah, ça peut être intéressant et vraiment dans ce domaine. Faire une thèse, c'est quand même vraiment un plus, c'est assez recherché. J'ai discuté que quelques professeurs d'ergonomie. Franchement, ça vaut le coup. Donc, je carte pas du tout l'idée. Là, avec mon stage, je regarde si c'est possible de partir en thèse. Ça me plairait bien, mais sinon, j'ai d'autres alternatives. Déjà, c'était un peu, voilà, ergonome interne. Même si je me pose des questions, j'ai regardé, j'ai assisté à quelques conférences et bon, ça va plutôt. Ouais, j'ai envie d'avoir des marges de manœuvre, d'être assez compris. Donc, ça dépend des entreprises dans lesquelles on tombe. J'ai plein de connaissances qui ne sont pas forcément bien compris. Bon, après, ça fait partie du métier, c'est comme ça qu'on va se faire connaître au fur et à mesure. Mais voilà. Mais sinon, ouais, le master m'a donné des projets différents. Donc la thèse, on a aussi des projets qu'on avait fait en cours, peut-être les continuer plus tard. Non, on en sort quand même assez grandi de cette histoire. Et puis, bah, surtout le gros projet, et c'est un peu ce que vous voyez là, c'est quand même l'association. J'en suis le trésorier. Et puis du coup, c'est une fierté de voir que ça tourne. Vous faites un webinaire, enfin, il y a plein de trucs à faire et c'est beaucoup de projets dont on a beaucoup, on a des idées. Ce serait bien que ça se concrétise. C'est beaucoup de boulot et je vous remercie du coup d'avoir fait ça. C'est pas mal. Surtout, je pense que si vous n'avez pas l'habitude comme moi de l'association, la vie associative, donc c'est une découverte pour tous et c'est vraiment très enrichissant. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi de participer. Comment? Merci à toi de participer et de faire en sorte que la session se passe bien. Merci, merci. Voilà, je crois qu'il y a encore une slide ou c'est tout? Euh, Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Quentin, peut-être? Il faudra les poser via les discussions.
Sur quoi porte ton stage de terrain actuel? C'est ce que j'avais expliqué du coup, c'est sur la formation des pilotes d'hélicoptères de l'armée de l'air. Donc c'est dans le cadre c'est dans une base militaire. Alors, j'ai pas trop le droit de dire exactement tout parce que pour des raisons confidentielles. Mais globalement, il y a un projet, une demande qui a été lancée à l'IRBA, donc l'Institut de recherche biomédicale des armées, et c'est dans le cadre de l'arrivée d'un nouvel hélico, de pouvoir adapter les formations. Donc d'abord adapter la formation des pilotes d'hélico sur la machine qu'ils utilisent actuellement. Donc ça passe par des observations. On a déjà fait des entretiens. Donc c'est pas mal d'entretiens sur des moniteurs, non, enfin des instructeurs de l'armée et des pilotes stagiaires. Donc sur sur toute l'activité de l'instruction, au final, comment ça se passe pour eux, quelles sont les difficultés qu'ils ont, quels sont les points forts qu'ils voient, comment les instructeurs enseignent. C'est assez intéressant. Il y a quand même peu de documentation là-dessus. C'est beaucoup sur les avions de chasse. Et puis là, j'y suis actuellement pour, pareil, des observations, mais cette fois sur vol réel. Donc, il y a ce vol réel, c'est aussi les vols en simulateur et les vols, ou les vols réels. Donc, enregistré comme ça, donc c'est assez intéressant. On fait face quand même avec quelques difficultés parce que c'est l'armée, donc ça demande pas mal d'autorisation, notamment de pouvoir monter dans des hélicos. Euh, voilà, je pense avoir répondu un peu à la question, je crois, sans m'être regaré. Voilà. Et voilà, ça me revient un peu ce que j'ai oublié de dire, mais j'ai choisi aussi Master parce que c'était Paris, et Paris, ça offre pas mal d'opportunités, et franchement, de voir ça, c'est quand même une bonne opportunité d'avoir l'IRBA. Ou même d'autres, je vois les stages de mes collègues qui sont quand même assez intéressants, même tout ce qui est la relation avec les associations. Je pense, bon, je peux me fourvoyer, mais ça aurait été un poil différent dans d'autres grandes villes. Voilà. Si quelqu'un a d'autres questions, sinon, n'hésitez pas, je crois que ouais, ils ont filé mon LinkedIn, donc me contacter là-dessus, j'essaye de répondre. Là où je suis, ça capte très mal en théorie, mais je réponds assez vite. Merci à vous. C'est vrai que c'est un exercice intéressant en plus. Ah, est-ce que ton stage dans le VR te sélectionne pour ce stage? Alors, étrangement, oui. Parce qu'il y a aussi le casque me bloque trop. Il y a aussi une valence, enfin, il y a un intérêt de l'armée pour la réalité virtuelle, pour la formation. On n'explore pas trop cette piste encore en ce moment, parce que c'est un peu balbutiant, mais bon, pour revenir aussi à la question aussi, globalement, il y a tout ce que j'ai fait un peu en termes d'analyse, termes de méthodologie utilisée pour un stage dans la VR, je le réutilise un peu là. Donc, c'est des choses à peu près que j'ai déjà vues. Donc, c'est entre guillemets un confort. J'arrive pas totalement dénué de technique là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, ça me paraît méthodologie, ça. Puis déjà de savoir-faire en mémoire, ça aide un peu. Donc non, ouais, mon stage de M1 me sert quand même un peu pas mal dans ce stage-là. J'ai l'impression que c'était différent, mais il y a quand même des choses qui se recoupent. Alors, déboucher au master ou par rapport au stage? Alors, par rapport au stage, c'est en fait c'est un projet qui existe, euh, qui est financé déjà en partie. Il faut juste trouver, voilà, si c'est un postdoc qui va participer ou un doctorant, et il faut que la thèse soit écrite, enfin une demande de thèse qui soit écrite. Donc, normalement, ça pourrait le faire. Sinon, je regarderai d'autres pistes. Là, en ce moment, il y a pas mal d'offres de thèse qui vont être publiées.
Comme la fin des inscriptions des écoles doctorales, c'est début juillet, un truc comme ça, je sais plus. Donc, non, puis le projet me plaît bien, donc j'espère que ça se fera. Et on essaie de regarder les pistes de financement, il y en a plusieurs possibles. Et après avoir une bonne insertion de pro après, alors ça dépend aussi de la bourse, enfin du financement. Globalement, c'est le financement de l'armée. Donc, il y a soit un financement en tant que volontaire aspirant, et c'est ça. Donc, c'est un poste de volontaire où bon, t'es pas payé ouf ouf, mais t'es payé. Donc, ta thèse est financée et tu peux la faire en 3 à 4 ans. Ça pose pas de souci. Et après, il y a le pendant armée de l'air, où c'est une bourse de l'armée de l'air. La seule difficulté, entre guillemets, enfin, ça peut être une comme ça ne peut pas être une, ça dépend comment on voit la chose, c'est que l'armée te finance ta thèse, mais derrière, il faut leur donner un service. Donc, c'est 3 ans de service à donner. Alors, l'avantage, c'est que ça fait un premier contrat. Et c'est en plus en tant qu'officier. Donc, officier, c'est sous-lieutenant, lieutenant, capitaine. Donc, c'est avec des salaires quand même assez intéressants, un grade pas trop, pas dégueulasse du tout. Et avec des avantages comme la SNCF, on paye que 25% du billet, puis deux autres trucs. Donc, ça fait une première expérience. Et même après, le fait d'avoir l'IRBA un peu sur le CV et d'avoir travaillé pour l'armée de l'air, ça fait quand même un truc intéressant. Il y a beaucoup d'entreprises technologiques, que ce soit Thales, MBDA, qui recherchent un peu ça. Donc, non, je pense que ça devrait aller de ce côté-là. Après, c'est pareil, il suffit d'être proactif et de bien chercher, mais je pense qu'il y a de la place. Voilà. Du coup, s'il y a là-dessus. Alors, même moi, j'ai commencé un peu à me renseigner, mais pour avoir une thèse, du coup, il faut être rattaché à une école doctorale pour valider, enfin, pour avoir un suivi correct, parce qu'il y a eu des. Bref. Euh, donc, ça ne serait pas nécessairement avec l'Université de Paris, cité. C'est en gros, l'armée financerait la thèse, et après, il faut être rattaché à une école doctorale. Je ne sais pas laquelle c'est comment ça s'appelle, pour l'IRBA, mais c'est pas sûr que ce soit du coup avec l'Université de Paris Cité. Je sais pas si c'est très, très clair. Même moi, j'essaie un peu de comprendre exactement comment tout fonctionne, mais comme j'ai pas mal de taf à côté, faut que je me renseigne assez rapidement quand même. Mais sinon, tu vas me redemander plus tard, quand j'aurai les idées un peu plus claires. Vous pouvez retrouver ces contacts sur, le, sur le QR code qui est dispo, qui est normalement dispo sur la diapo. Voilà, il est juste ici.